mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre Digital Talk, cette fois-ci dédiée aux crypto-monnaies. Alors, c'est un sujet qui visiblement intéresse beaucoup de monde vu le nombre d'inscrits qu'on a eu. Et il faut savoir aussi que le traitement que font les médias de ce sujet-là actuellement est très, très important. On a eu un événement majeur, qu'on peut appeler majeur, il y a une semaine de cela, bon timing, avec le lancement en bourse de la deuxième plateforme d'échange de monnaie, de crypto-monnaie, qui s'appelle Coinbase, pour une valorisation estimée aux alentours de 65 milliards de dollars. Donc, on voit que le sujet prend de l'ampleur tant dans les médias que dans la sphère financière. Alors, donc on voit que le sujet et les cryptocurrencies sont en pleine évolution. Il faut savoir aussi qu'on sort complètement du champ d'investissement de Capital Network, puisque nous n'avons pas dans notre ADN la gestion ou la spéculation sur devises ou actifs non producteurs. Mais nous avons évidemment toute une série d'investissements dans des sociétés qui sont indirectement ou directement liées à cela, des fabricants de puces et autres. Alors, pour nous aider à traiter le sujet ce soir, nous avons engagé un des meilleurs experts de la place à Luxembourg. J'ai nommé Laurent Kratz. Laurent, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, petit résumé de Laurent pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est tu es entrepreneur, fondateur de plusieurs startups liées aux crypto-monnaies, blockchain. Tu es CEO de Neofacto et fondateur de Scorechain et Infrachain. C'est correct? Oui, ça fait beaucoup de choses, mais c'est vrai. Oui. Alors, merci déjà d'avoir accepté de jouer le jeu ce soir des questions-réponses. Alors, évidemment, cette configuration live, on l'a fait pourquoi? Pour que vous, spectateurs, vous puissiez aussi poser vos questions. C'est le but de cette conférence. Et vous avez en haut à droite l'onglet questions qui vous permettra tout au long de la conférence de poser des questions. Alors, pour structurer un petit peu la présentation, parce que le sujet est extrêmement vaste et on a fait le pari avec Laurent de parler plutôt des monnaies en général et moins de la technologie qu'il y a derrière. Donc, pour le programme de ce soir, ça vous permettra aussi de structurer vos questions. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi il y a un tel engouement par rapport aux crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? On va essayer de traiter cela relativement en surface. Comment cela fonctionne? Quels sont les risques liés aux crypto-monnaies? Quel est le traitement fiscal? Puisqu'on commence à avoir des retours aussi de la part des différents États, même en Europe, et quel est le positionnement du Luxembourg, quel rôle joue le Luxembourg dans cette sphère de crypto-monnaie. Alors, on se lance dans le bain. Vous avez eu l'occasion aussi alors, tout le monde n'a pas forcément voté, mais il y avait un sondage, possédez-vous déjà des bitcoins ou autres? Donc, vous voyez dans l'onglet en haut à droite. Alors, je ne sais pas si tout le monde peut encore voter. Allez-y. Comme ça, vous familiarisez aussi avec l'outil et vous voyez qu'il y a les questions aussi que vous pourrez poser. Donc, j'attends encore un tout petit peu. Ça va nous permettre de lancer aussi le sujet. Laurent, qu'est-ce qui explique finalement cet engouement pour les crypto-monnaies? On sait que ça existe depuis un certain temps déjà. C'était réservé un petit peu aux geeks, si je ne me trompe. Et là, on a l'impression que et les médias et le grand public s'est approprié le sujet. Alors, pourquoi un tel engouement? C'est-à-dire que effectivement, il y a une acceptation qui vient un peu par vague, par flux et reflux. Mais bon, on a passé un nouveau cap, principalement en début de cette année. D'abord, c'était pas tellement médiatisé, mais les plus grands fonds du monde, dont BlackRock, ont décidé d'avoir une stratégie dans l'investissement des crypto-monnaies. Bien sûr, après, il y a eu des choses comme les annonces de Tesla et MicroStrategy, dont des grandes entreprises américaines qui ont décidé de placer une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Et puis, il y a un phénomène assez,
assez profond aussi, c'est qu'avec la quantité je dirais, de dollars créés par le quantitative easing, beaucoup de cet argent-là, mécaniquement, se retrouve en manque de destination d'investissement et vont aussi se retrouver finalement en partie investis dans des crypto-monnaies. Pour en venir un petit peu au cas Tesla et autres sociétés qui utilisent finalement le Bitcoin pour faire un stockage de valeur, en fait, ils comparent le rendement du Bitcoin avec le rendement du dollar ou de l'euro, finalement les monnaies fiat. Quand on a beaucoup, maintenant, ça coûte de l'argent de les garder en compte. Et donc, tu veux dire que plutôt que de payer des intérêts négatifs, voilà, éventuellement sur des grosses positions en cash, ils vont préférer en partie, en tout cas, mettre ça en crypto-monnaie. Donc, c'est un peu tous ces phénomènes-là qui fait que voilà, il y a un engouement. Et évidemment, cet engouement crée une augmentation de valeur. Et bien sûr, l'offre et la demande fait que de plus en plus de gens se disent pourquoi pas moi, etc. Donc, effectivement, il y a aussi un emballement spéculatif. Alors, pour peut-être mettre tout le monde au même niveau, il y a beaucoup de questions sur ce qu'est réellement une crypto-monnaie. Donc, moi, j'ai préparé mon sujet, forcément. Et si on regarde la définition d'une crypto-monnaie, on va peut-être mettre le slide. Du coup, une monnaie qui est 100% virtuelle, ce serait une monnaie où il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de carte bancaire, il n'y a pas de chèque. Ça, c'est pour ceux qui travaillent encore avec des chèques. Et si j'ai bien compris, on n'est pas adossé à un État et on n'est pas adossé à une banque centrale. Est-ce que cette définition-là résume bien je dirais une crypto-monnaie? Alors, c'est tout ce que tu as mis, c'est vrai, mais c'est plutôt le corollaire de ce que c'est vraiment. Pour moi, une façon très simple d'expliquer ce que c'est une crypto-monnaie, c'est une unité de compte, tout simplement. C'est une unité de compte qui est gérée par du logiciel. Et donc, le corollaire de ça, c'est qu'effectivement, elle n'est pas adossée à un État et on lui donne ce qu'on veut comme valeur et elle n'est pas non plus contrôlée par un système centralisé. Donc, c'est une unité de compte. Et d'ailleurs, ce n'est pas un reproche, mais la petite slide en premier avec des pièces et qu'on voit très souvent dans les médias ou à la télé, etc., on voit une espèce de pièce avec un Bitcoin dessus, c'est très trompeur parce qu'il n'y a pas de pièce. Nulle part, jamais, il n'y a pas de pièce, ça n'existe pas. Ça n'est qu'une unité de compte. Et souvent, d'ailleurs, pour une petite anecdote, souvent les gens disent « j'aurais bien voulu acheter des bitcoins, mais maintenant, ça me paraît trop cher parce que c'est plus de 50 000 $. Mais en fait, on n'est pas obligé d'acheter un bitcoin, c'est une unité de compte. On peut acheter 1 millième de bitcoin si on veut. Il n'y a pas de pièce. Donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est une unité de compte qui, par sérendipité et par la confiance qu'on y met, devient une monnaie d'échange. Et effectivement, techniquement, ce que tu as mis, c'est tout à fait vrai. Elle est adossée à rien du tout. C'est simplement adossé à la confiance qu'on y met. Oui, on y reviendra sur les éléments adossés à rien du tout et l'élément confiance dans la partie peut-être risque aussi. Alors, quelque chose qui m'a frappé et j'ai compris plus tard, c'est le principe qu'il y a un nombre maximal d'unités de monnaie en circulation. Et voilà. Et le Bitcoin, par exemple, ce sera un maximum de 21 millions de Bitcoins émis d'ici, je pense, 2134, si je ne me trompe pas. C'est 2140, oui. Enfin, 2140, voilà. Donc, alors, le nombre maximum d'unités de monnaie en circulation est limité. Ça, c'est vrai pour le Bitcoin, mais ce n'est pas le cas d'autres crypto-monnaies. Par exemple, l'Ether, qui est la deuxième plus célèbre crypto-monnaie, elle, a un système d'émission constant. D'accord. Donc, elle émet toujours la même quantité. Donc, on peut en faire ce qu'on en veut, mais c'est vrai qu'on se compare souvent, on compare toujours de manière générale au Bitcoin. Le Bitcoin est conçu pour produire, en fait, émettre de la nouvelle monnaie de moins en moins vite. Et en 2140, effectivement, on sera arrivé au bout de tous les Bitcoins émis. Alors, on a une question ici et qui reflète bien le paradoxe finalement des crypto-monnaies. C'est que on a ici un participant qui me dit, mais il y a maintenant des cartes bancaires qui viennent d'être lancées sur crypto.com et Visa. Donc, on pourrait mettre des bitcoins éventuellement sur une carte bancaire. Oui, Revolut, tous ces gens-là, N26, toutes les banques, un peu les néobanques,
offre des ponts entre les deux mondes. Mais factuellement, en fait, souvent on dit si je perds mon PC, je perds mes bitcoins. Donc en fait, c'est pas vrai. Les bitcoins, c'est une unité de compte, ils sont toujours sur la blockchain. Ce qu'on peut éventuellement perdre, c'est le moyen de les déplacer et de les virer, les mouvementer finalement sur cette comptabilité. Donc oui, notre participant a tout à fait raison. Il existe des tas de solutions où on peut garder le principe des cartes bancaires et avoir comme unité de compte un mix où il y a à la fois du fiat et un certain nombre de cryptos, en général Bitcoin. Alors, est-ce que, en tout cas pour moi, mais je suis peut-être vieux jeu, cette dématérialisation complète d'une monnaie ou d'une valeur, d'unité de compte, comme tu l'as appelé, est-ce qu'on est prêt à ça? Parce que quand je vois, même parmi notre clientèle, le principe de l'immobilier, même de voir la maison, d'avoir un actif réel, de pouvoir le toucher, est-ce qu'on est prêt à vivre avec quelque chose de virtuel? Et bon, avec la création de cartes bancaires, et puis on verra plus tard aussi, est-ce qu'on ne retourne pas finalement toujours vers un actif un peu plus réel, tel qu'une carte bancaire ou alors, ça, c'est une question qui est tout à fait valide. Bitcoin ou les crypto-monnaies de manière générale sont complètement intangibles. C'est leur définition même. Et donc, maintenant, je ne dis pas qu'il y aura absolument toutes les transactions, je ne le souhaite pas d'ailleurs, hein, qu'elles seraient toutes un jour en Bitcoin ou en crypto-euro ou peu importe. Mais bon, à force de constater, c'est déjà aujourd'hui, quand on fait ses courses sans contact à cause du Covid, etc., on est déjà dans un monde complètement digitalisé. Et donc, ça n'est qu'un vecteur de plus de faire du transfert de valeur qui est parfois en concurrence, parfois en collaboration avec d'autres systèmes de transfert de valeur. L'intérêt historique de la blockchain, en particulier celle de Bitcoin, c'est ce qu'on dit qu'elle est une de ses facultés dont on parle relativement peu, c'est la résistance à la censure. Donc, par design, absolument personne peut vous empêcher de faire un virement avec cette technologie-là. Alors, j'avais vu effectivement un internaute qui disait que pour lui, le gros avantage, c'est que, on ne pouvait pas les saisir. Donc, l'État ou autre instance ne pouvait pas saisir les bitcoins. Et que, voilà, même pour un État qui serait extrêmement régulateur, ça permet quand même de protéger éventuellement ses avoirs. Donc, cet argument-là, je comprends. Sur le prochain slide, on voit, en fait, il existe plus de 1500 crypto-monnaies différentes. Alors, comment s'en sortir? Comment les catégoriser? Parce qu'il y en a, on sait, qui sont liés à des devises existantes. Hein. C'est l'initiative d'ailleurs de Facebook et de Libra qui a été, je pense, rebaptisée. Je ne connais plus le nom. Diem. Voilà, Diem. Il y a les États eux-mêmes qui vont lancer ou qui ont déjà lancé leur crypto-monnaie. Et puis, on a ces acteurs privés, je ne sais même pas si on peut les appeler privés, tels que Bitcoin, Ethereum, etc. Alors, quels sont les différents types de monnaies qu'on peut retrouver? Alors, il y a, je dirais, on peut les catégoriser assez simplement dans deux grandes familles. Il y a les crypto-monnaies qui sont adossées à une blockchain qui leur sont propres. Donc, par exemple, Bitcoin, Ether. Bitcoin, c'est l'unité de compte. En général, on l'écrit avec un B majuscule, mais la blockchain et son protocole, c'est Bitcoin avec un B minuscule. Ethereum, c'est la deuxième plus populaire blockchain du monde et l'unité de compte s'appelle l'Ether. Donc là, ce sont les familles où il y a une véritable blockchain qui est propre à cette unité de compte derrière. Est-ce qu'il y a c'est une question d'un intervenant, quelle est la différence entre l'Ether et le Bitcoin, par exemple? C'est deux blockchains complètement différentes qui n'ont rien à voir, d'accord, mais qui utilisent un peu les mêmes principes, notamment le proof of work, même si c'est en train de changer, mais ce n'est pas très important. Mais l'intérêt de la blockchain Ethereum, qui est d'une génération plus récente, parce qu'Ethereum, on parle de 2013, là où Bitcoin, c'est 2009, 2008 même pour la première apparition du white paper, comme on dit. Donc, la blockchain Ethereum a une capacité de programmation
bien plus poussée que ne celle qu'a Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un terme que vous avez peut-être déjà vu dans les médias ou si vous y intéressez un peu, ça implémente le concept de smart contract, qui sont en fait des conditions qu'on peut exécuter avant de faire un transfert. Ça permet de faire des choses beaucoup plus compliquées que simplement un paiement. Notamment d'implémenter des choses comme des options, des swaps d'intérêt, des coupons, des dividendes, etc. Donc, Ethereum est d'une génération plus élevée. Alors, j'en reviens à comment différencier les blockchains l'une de l'autre. Je dirais qu'il y a celles qui ont une blockchain, une technologie propre en dessous, donc Bitcoin, Ether, IOTA, Tezos, etc. Et elles tournent sur leur propre technologie, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. D'accord. Ensuite, il y a tout un autre volant de crypto-monnaies et de crypto-assets, on dit, qui en général sont implémentés dans les smart contracts d'une blockchain. Alors, c'est un peu compliqué, et la plus connue pour ça, c'est Ethereum. Donc, beaucoup de crypto-monnaies, par exemple, une des crypto-monnaies dont vous avez peut-être entendu parler récemment, c'est USDC, donc qui est un stablecoin en dollars émis par Coinbase, la fameuse entreprise qui vient de faire son introduction en bourse. En fait, c'est une crypto-monnaie qui a un stablecoin, c'est-à-dire qu'elle vaut $1 tout le temps, mais elle n'est pas dans une blockchain propre. Elle est en fait en train de tourner sur la blockchain Ethereum. Donc, en fait, c'est un peu comme une crypto-monnaie dans la crypto-monnaie. Donc, cette grande gamme de crypto-monnaies qui sont implémentées en smart contract sont en général en train de tourner sur Ethereum. On peut citer notamment la plupart des entreprises qui développent des choses comme on appelle, par exemple, une des sociétés à Luxembourg s'appelle Tokeny. Il y a d'autres sociétés dans ce sens-là qui développent, par exemple, la représentation d'actions de société dans une blockchain. En fait, ils le développent au-dessus d'Ethereum. Mais l'unité de compte n'est pas l'Ether, mais la part de la société. Voilà. D'accord. Est-ce que je peux, moi qui n'y connais pas énormément, est-ce qu'on peut comparer ça au langage de programmation qui va être soit Linux, soit Windows, soit l'univers Apple, et que les sociétés vont se greffer sur ces systèmes? Alors, en fait, oui, j'aurais plutôt tendance à dire Windows, Linux, macOS, ça serait un peu la blockchain. Mais par contre, le programme en lui-même dessus pourrait être dans plusieurs langages, effectivement, en Java, en C, etc. Donc, effectivement, il y a une espèce, ou peut-être pour parler en termes comptables, c'est comme si dans une comptabilité, on gérait une espèce de comptabilité analytique en autre chose que de l'euro. On ferait une comptabilité générale. L'unité de compte, c'est l'Ether, mais on fait une compta analytique dans la comptabilité générale où l'unité de compte serait des parts de Capital at Work. Voilà. Et donc, c'est là qu'on dit, on utilise la blockchain Ether, mais on tient les comptes de où sont les parts de Capital at Work. Alors, donc, tu tokenises Capital at Work sur la blockchain Ethereum. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est important. Je pense que la tendance est, bien sûr, on veut comprendre, mais moi, j'aime bien faire le parallèle parce que je suis suffisamment âgé. C'est comme si je vous expliquais en 1995 les bits and bytes de comment marche HTTP. Alors, c'est passé des heures. C'est ce qu'on avait discuté lors de la préparation et c'est du coup la raison pour laquelle on avait décidé de ne pas trop parler de la technologie blockchain parce qu'elle est très, très intéressante. Elle va permettre beaucoup de choses à titre d'information. Il y a une grosse société LVMH qui va se lancer, notamment aussi sur le traçage de ses produits grâce à la blockchain. Mais c'est un autre chapitre et je pense que ça mériterait encore une autre conférence spécifiquement sur la blockchain. Puisqu'on a reçu une question aussi par rapport au holochain. J'avoue, je ne sais même pas ce qu'est une holochain. Mais je pense que ça, on va garder peut-être pour une autre conférence. Alors, pour revenir un petit peu sur du concret, comment est-ce que ça fonctionne? On a eu la question là. Comment est-ce qu'on peut acheter, vendre? Comment est-ce qu'on peut les garder? On peut même éventuellement les miner. Est-ce qu'on peut miner des bitcoins? Alors, on peut miner des bitcoins. Alors, le problème, c'est que maintenant, c'est devenu une opération qui est tellement juteuse que ça n'est plus réservé qu'à des professionnels. C'est-à-dire que la quantité d'investissement pour pouvoir avoir un retour sur investissement est quand même très importante en matériel et en électricité. Donc, c'est un des grands reproches tout à fait justifiés de la blockchain Bitcoin, c'est qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Et donc, le minage, c'est une façon assez originale
de résoudre un problème informatique assez connu qui s'appelle la double dépense par une espèce de puzzle à résoudre. Tous les ordinateurs vont essayer de résoudre un puzzle en parallèle, et celui qui découvre le puzzle va gagner un certain nombre de bitcoins. Donc, c'est à la fois un mécanisme logiciel qui permet d'assurer la cohérence de la blockchain, mais aussi, c'est cette fameuse création monétaire qui va avoir lieu jusqu'en 2140, qui permet d'avoir un incentive à le faire. Parce que pourquoi, sinon, quelqu'un s'amuserait à dédier un ou plusieurs de ses ordinateurs à faire des calculs qui sont grosso modo des calculs où on doit résoudre un puzzle, pour faire ça simple, qui sont… alors, notamment, je lis là sur le côté Jean Lambrecht qui dit, voilà, on peut aussi dire… Oui, on y reparlera. On en parlera plus tard au niveau des risques. C'est pour ça que je ne l'ai pas cité, mais oui, on va y revenir, évidemment. Au niveau des… Alors, et je pense que ça a aussi stimulé l'attrait pour tout ce qui est crypto-monnaie, c'est que l'accès aux crypto-monnaies est maintenant favorisé à travers différents opérateurs, que ce soit PayPal, il y a certaines banques qui se sont lancées aussi, et maintenant récemment Coinbase, enfin, pas récemment puisque ça fait longtemps qu'ils le font, mais ils ont gagné en visibilité et c'est une plateforme transactionnelle. Est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne Coinbase ? Donc, en fait, comme on l'a dit, donc une blockchain comme celle de Bitcoin, c'est un système qui maintient une comptabilité dont l'unité de compte est le Bitcoin. Mais évidemment, comment j'achète mon premier Bitcoin et contre quoi? Et donc, en fait, il existe toute une gamme de plateformes, ça s'appelle des exchanges. Donc, effectivement, Coinbase existe depuis 2012, donc c'est parmi les premiers. Mais à Luxembourg, il y en a un qui s'est installé, je pense, en 2015, qui s'appelle Bitstamp. En France, il y a un truc qui s'appelle CoinHouse. Enfin, il y en a un peu dans tous les pays du monde. Et donc, ces plateformes-là ont la fonction de faire et de permettre l'échange entre la monnaie fiat, par exemple de l'euro, et le Bitcoin, et vice-versa. Donc, c'est leur métier de faire cet échange. On pourrait imaginer, finalement, c'est comme si je prenais l'avion et que on ne peut pas en ce moment avec le Covid, mais que je vais quelque part, je ne sais pas moi, au Maroc, et je descends de l'avion et j'échange mes euros au guichet de l'agent de change contre c'est le dinar ou le dirham, je ne sais jamais. Voilà. Et donc là, c'est un peu la même chose. Coinbase, c'est comme si on partait en voyage sur Internet et que pour y aller, je vais échanger une partie de mes euros contre du Bitcoin. Donc, c'est exactement la même fonction qu'un agent de change quand on fait un voyage. D'accord. Donc, il joue l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, alors Alors, il maintient… Alors, il y a plusieurs modèles, mais en tout cas, le modèle historique, comme celui de Coinbase, c'est qu'il maintient, comme n'importe quelle place de marché, un order book avec des gens qui vendent et des gens qui achètent. Donc, peut-être même, probablement, ils en ont eux-mêmes un certain nombre. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui achètent fait qu'il y a donc une contre-la-valeur dans le marché qui peut varier dans le temps avec la spéculation, etc. Et donc, il n'existe naturellement pas qu'une seule plateforme d'échange et on peut même… c'est très classique, ça existerait dans n'importe quel forex, ça serait avec du GDP ou avec du yen, on aurait le même phénomène. Il existe de temps en temps des différences entre différents exchanges dans la valeur du Bitcoin contre l'euro ou le dollar. Et donc, il existe des robots qui vont exploiter, le grand classique, exploiter ces différences-là. C'est simplement l'offre et la demande et chaque exchange maintient d'une manière ou d'une autre un order book de qui vend à combien son Bitcoin et qui veut bien l'acheter à combien. Alors, pourquoi Coinbase réussit là où d'autres ont échoué? Parce qu'on a vu quand même des gros échecs aussi au niveau des plateformes transactionnelles. Je pense qu'il y a eu aussi peut-être des vols oui. et des faillites. Et donc, qu'est-ce qui a fait que Coinbase réussit là où d'autres ont raté? Alors, moi, je pense qu'ils sont extrêmement professionnels. C'est déjà quand tu parles d'échecs, l'échec le plus cuisant, c'est en 2013, une plateforme japonaise qui s'appelait Mangox, et qui fait effectivement, ça fait voler les clés privées, etc. Donc, c'est pas un problème du protocole lui-même, c'est simplement la plateforme en elle-même était mal foutue. Et en plus, il y avait un phénomène de bank run, c'est-à-dire qu'ils avaient une double comptabilité, ce qui peut arriver dans une banque aussi, tout à fait. C'est-à-dire que les preuves de liquidité n'étaient pas là. Donc, pour revenir à la question pourquoi Coinbase arrive, je pense que c'est une société qui a été lancée très tôt, qui a travaillé très professionnellement et qui a mis l'accent sur quelque chose qui est le plus important, à mon avis, qui est l'expérience utilisateur. Notamment, Coinbase, c'est depuis très longtemps facile.
on ouvre un compte assez rapidement, on arrive à ce qu'on veut, on peut travailler avec sa carte de crédit, ils ont un stablecoin en dollars depuis très longtemps, et tout ça. Donc, évidemment, si on compare, parce que comme n'importe quel exchange, il y a les commissions. Hein. Leur business model, c'est de prendre des commissions. Coinbase est en plus pas du tout un des moins chers. Hein. Donc, si vous êtes vraiment près de vos sous, que vous achetez des bitcoins, il ne faut pas aller sur Coinbase. Mais par contre, si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, allez sur Coinbase. Et donc, ils ont un positionnement. C'est cher, tu as une idée de prix c'est publié. De toute façon, il y a énormément, tout est publié. Hein. On va parler souvent sur les stablecoins des 1-2%, des choses comme ça. Là où, par exemple, le plus grand exchange du monde actuellement, c'est Binance. C'est une société qui est basée à Hong Kong historiquement et qui a par contre des frais extrêmement faibles. Donc, la plupart des vrais aficionados qui aiment bien trader beaucoup vont plutôt sur Binance que sur Coinbase. Donc après, on est aussi… Pourquoi Coinbase? Parce qu'on est aux États-Unis. Hein, voilà. Et les États-Unis, c'est le pays du capital risque et l'introduction en bourse. Et souvent, si on prend l'exemple de 1995, ça, pour moi, Coinbase, c'est un peu l'Amazon du crypto. Il faut laisser aux États-Unis, ils savent fabriquer des géants. Donc, peut-être qu'on ne dira plus GAFAM, à bout d'un moment, on dira GAFAM C, parce qu'il y aura Coinbase dedans. Mais en tout cas, c'est ça le pari. Alors, on a une question ici, donc quelqu'un qui a lu récemment une annonce sur une maison à vendre et on pouvait payer en Bitcoin. On a de plus en plus d'exemples. Là, en préparant la réunion, j'ai vu que AXA, je pense que c'est AXA France qui permet maintenant aussi de payer certaines assurances en Bitcoin. Certains États, on y reviendra, certains États qui permettent de payer les impôts en Bitcoin. Et là, on rejoint quand même un peu le fonctionnement d'une monnaie, parce que on peut débattre aussi sur le fait que ce soit une vraie monnaie, hein, vu les capacités d'échange qui sont quand même relativement réduites pour l'instant. Est-ce que tu vois ça augmenter avec facilité d'accès? Concrètement, quelqu'un qui vend sa maison en Bitcoin, comment moi je peux lui payer en Bitcoin sans passer par l'intermédiaire? Est-ce que c'est possible? C'est tout l'intérêt. Donc, ça, c'est… on ne l'a pas dit dans les slides parce qu'on les a passés un peu vite. Hein. Quand je disais résistance à la censure, c'est ça. C'est-à-dire que le système Bitcoin et toutes les crypto-monnaies de manière générale, on dit souvent pair à pair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ce n'est pas mon argent de l'âge pour caisse qui va passer à la BIL ou à la BGL, etc. Non, c'est directement de moi à toi si on fait une opération comme ça. Et il n'y a personne à la BGL qui va, ou à la BIL, ou je les aime bien, il n'y a pas de problème, et qui dira oui, mais on n'est pas sûr. Est-ce que je vous appelle quand même parce que le virement a été bloqué, parce que si, parce que ça. Ça, dans le monde des cryptos, c'est impossible. C'est juste impossible. Hein. C'est-à-dire que c'est des maths derrière. Il n'y a pas un État, ni un agent du département compliance d'une banque qui va dire je bloque le virement. Ouais. Donc ça, c'est très important de le répéter. Hein. C'est cette résistance. Ce qui fait évidemment polémique. Hein. On y reviendra dans la partie risque. Ici, une autre question. Pardon, pour revenir à la question, est-ce que je vois qu'on va commencer à payer des Tesla et des maisons et des trucs en Bitcoin? Sincèrement, moi, je suis le premier à dire non, j'y crois pas. Alors, la question, comment je peux qu'on était toi, est-ce que ça vaut le coup? Alors oui, bien sûr, parce que ça fait du buzz. Hein, donc, c'est juste prendre du marketing. Mais par contre, la probabilité que la maison soit achetée effectivement en Bitcoin, elle est très faible, je pense. Ça risquera d'arriver bien de plus en plus. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a énormément d'effets d'annonce. Et les gens qui ont suffisamment de Bitcoin pour être capables d'acheter une maison, notamment à Luxembourg, quand on connaît les prix, j'en connais quelques-uns, hein, c'est sûr, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, à court terme, c'est beaucoup de buzz et tant mieux, tant pis, j'en sais rien. Mais en tout cas, faire du paiement de choses extrêmement chères en Bitcoin, je ne crois pas que c'est une réalité. Alors, on a parlé de la catégorie Bitcoin, etc., mais on peut parler finalement des initiatives étatiques pour créer des monnaies digitales aussi, alors que c'est en cours. Oui, alors nous, ma société NeoFacto intervient sur un certain nombre de projets. Alors, certains, j'ai des NDA, je ne peux pas tout raconter, mais globalement, il y a des choses que vous pouvez lire sur Internet. Notamment, nous avons fait beaucoup de projets avec la Banque de France
au sujet donc le terme qu'on utilise, c'est CBDC, donc Central Bank Digital Currency, où pour l'instant, on est au stade de proof concept. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on vérifie que c'est possible, et la réponse, oui, c'est possible, enfin, c'est pas un problème. Et donc, en fait, le véritable challenge, c'est plutôt un challenge d'adoption et un challenge de business case, c'est-à-dire, est-ce que c'est un intérêt pour les acteurs, etc. Alors, évidemment, si on me demande à moi, étant jugé parti, je vais plutôt avoir tendance à dire oui. Mais on est, si j'ai lu la dernière chose que Lagarde a citée, on parle de 2025, etc. Donc, on est plutôt à une vitesse d'innovation, je dirais, institutionnelle, sans que ça soit péjoratif, c'est-à-dire que c'est assez lent, mais on y va aussi. Et en fait, il faut remercier, pour moi qui suis dans la crypto depuis 2013, il faut remercier, à tout honneur, tout seigneur, il faut remercier Facebook. Parce que je me rappelle très bien avoir pitché des banques et des gens comme ça, et des boards, et qui me disaient « Laurent, t'aimes bien, mais ça n'arrivera jamais ». Mais quand Facebook est arrivé, avec notamment, on va lancer Libra, et là, tout d'un coup, le logiciel de beaucoup de boards de banques et de gens la CSSF, les gens qui sont impliqués dans la régulation, ont compris que là, ils ne pouvaient pas dire non. Et que la solution, c'était, il faut qu'on en fasse un aussi pour se protéger, pour aussi aller dans la course. Donc, quelque part, la grande nouveauté de Facebook Libra, qu'on appelle Diem maintenant, c'est pas tellement que ça existe, d'ailleurs, ça n'existe pas encore vraiment, c'est que ça n'est qu'en prototype, c'est que ça a fait changer le logiciel de beaucoup, beaucoup de décideurs, en disant, on n'arrivera plus à arrêter ce truc, il faut qu'on s'y mette. Donc, c'est une grande digression pour dire, oui, toutes les banques y travaillent, dans tous les pays du monde. Les plus avancés, vous le savez probablement, c'est la Chine. La Chine a déjà son RMB, son crypto RMB. Et les Américains, c'est un peu différent, c'est typiquement américain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'initiative qui viendrait de l'État, mais par contre, la plus grande, en fait, on ne l'a pas dit, mais je sais qu'on en avait parlé, qu'on avait préparé, mais la crypto-monnaie la plus échangée au monde, ça n'est pas le Bitcoin. Bitcoin, c'est la plus grande market cap, c'est-à-dire nombre de tokens en circulation fois prix du token, mais ce qui est le plus échangé au monde aujourd'hui, depuis maintenant probablement 1 an, c'est déjà le dollar. Notamment ces fameux. C'est une grande surprise pour moi. Voilà, c'est depuis très longtemps ça. Et donc, le dollar, il n'est pas sous gestion par l'État américain. Le dollar, c'est des dollars commerciaux. Donc, le fameux Tether, qui est un dollar commercial, donc un crypto-dollar commercial émis par une entreprise qui s'appelle Bitfinex, et ce fameux USDC dont on a un peu parlé, qui est donc un crypto-dollar émis par Coinbase. Donc ça, c'est typiquement américain. Ils n'ont pas centralisé. Ils acceptent plusieurs sortes de crypto-dollars qui sont plutôt émis par des sociétés commerciales. Là où en Europe, on est plutôt dans une logique de fabriquer un crypto-euro qui serait avec plein de stemples partout, émis par… Et là, après, se pose la question, je ne viens pas avec la réponse, mais qui a raison? Est-ce qu'on favorise véritablement l'innovation en faisant ça? Je doute, vous comprenez. Après, quand on voit la crise actuelle et l'injection massive de liquidités justement pour soutenir l'économie, on peut comprendre que les États aient un petit peu du mal à lâcher les brides de la politique monétaire ou de la création monétaire. C'est un pouvoir quand même très, très important aux mains des États. Quand on parle d'émettre un crypto-dollar ou un crypto-euro commercial, toute la problématique, et c'est comme une banque d'ailleurs, c'est une problématique de collatéral. Est-ce que le collatéral existe, etc. Est-ce qu'on est capable de prouver qu'il y a du collatéral? Et donc, si le collatéral est prouvé, on retombe dans la problématique des États, c'est-à-dire puisque c'est collatéralisé quelque part, peut-être dans le système, je dirais, institutionnel. J'ai émis 1 000 euros crypto-euros, mais j'ai mis 1 000 euros en séquestre à l'âge pour caisse. Bon, voilà. Et dans ce cas-là, la problématique de l'émission monétaire, elle n'est pas dans le chef de cette entreprise qui émet des crypto-euros. Elle reste toujours dans le chef des États. Bien sûr. Alors, une dernière petite question avant de clôturer le quoi et le comment. Ton opinion sur le Dogecoin? Ah oui, alors ça, c'est… Moi, j'adore, parce que c'est une blague. C'est une blague. Et c'est une blague qui a fait, je ne sais plus combien, 4000% sur le début de l'année. C'est une crypto-monnaie qui est presque basée, à la limite, comme le dollar en ce moment et l'euro. Il y a un quantitatif, c'est-à-dire que le money supply est infini. Et ça en crée constamment. Mais on donne, c'est toujours la même chose. Donc, il faut faire très attention. De manière générale, c'est une blague.
Il y a des gens… C'est-à-dire qu'au départ, ils ont créé ça pour se marrer. C'est bien ça. C'est complètement… Voilà. Je dirais, économiquement, ça ne tient pas la route du tout, hein, puisque c'est une crypto-monnaie qui a un coefficient d'émission infini. Et il se trouve que, surtout d'ailleurs, Elon Musk, le patron de Tesla, s'amuse de temps en temps à tweeter Dodge, c'est super. Et j'espère, hein, mais malheureusement, c'est probablement pas le cas, mais que les gens qui font ça pour rigoler. Mais c'est pas une escroquerie, parce qu'à aucun moment ça a été conçu comme une escroquerie, c'est juste une blague. C'est tiens, pourquoi finalement les majeures, les crypto-monnaies majeures sont conçues pour être, je dirais, intrinsèquement rares, hein, puisque pourquoi le Bitcoin, on en crée de moins en moins, c'est pour créer une rareté qui, techniquement, doit créer de la valeur. C'est ce qui se passe. Et donc, il y a une bande de développeurs, c'est assez vieux, hein, le Dogecoin, qui s'est dit qu'on va faire le contraire, juste pour rigoler. Et le symbole, c'est un chien, enfin, c'est tout. Mais malheureusement, évidemment, des gens qui regarderaient simplement les indices et verraient ce truc-là qui est en train de monter 4000% en un mois, vont se dire, moi, j'en veux aussi. Mais attention, c'est conçu comme une blague. Okay. Alors justement, ça introduit le prochain sujet, c'est notamment les risques. Quels sont les risques liés aux crypto-monnaies? Tu viens d'en citer quelques-unes. Alors un risque que nous connaissons très bien dans notre métier, c'est la volatilité qui peut rendre la chose extrêmement désagréable. Alors ici, pour le Bitcoin, c'est vrai que ça a été une flambée pour d'autres crypto-monnaies aussi, mais ça bouge quand même très très fort pour ce qu'on appelle une monnaie. Oui, il y a beaucoup de spéculation. Maintenant, si on regarde les fondamentaux sur le long terme, sur 10 ans, 15 ans, etc., alors évidemment, ce n'est pas ce qu'on fait en général avec une monnaie. Hein. Quand on fait du forex, on n'est pas dans des logiques comme ça. Mais bon, c'est imbattable. Je veux dire, en termes de rendement purement, je regarde juste les faits, quoi, hein. Maintenant, la volatilité, c'est quelque chose qu'on peut hedger tout à fait. Hein. C'est-à-dire, il y a des outils qui existent dans le monde de la crypto pour hedger la volatilité d'un certain nombre de crypto-actifs comme le Bitcoin. La plupart des grandes plateformes dont on a parlé, Coinbase, Binance, etc., vous offrent notamment aussi des outils de type option, etc., qui vont dire, moi, je vais faire du long, je parie que ça vaudra tant, ça va vous coûter un petit peu naturellement en frais, mais vous avez la capacité déjà maintenant de lisser, entre guillemets, ce problème de volatilité. Alors, c'est quand même moi qui suis dans le secteur financier, c'est quand même assez étonnant parce qu'on a à la base quand même une monnaie qui a été créée pour contourner le secteur financier ou pour s'affranchir du secteur financier. Et on retrouve des réflexes typiques au secteur financier où on veut éventuellement se couvrir ou spéculer. Hein, Alors, il faut quand même revenir à la base. Hein. Donc, moi, je rigolais tout à l'heure parce qu'il y a quelqu'un qui s'est inscrit parmi les participants en s'appelant Satoshi Nakamoto, qui est donc le fondateur mythique du Bitcoin, mais qui n'existe pas. Hein, on ne sait pas qui c'est. Donc, il y a effectivement un positionnement, je dirais, alternatif, essentiellement dans la réduction des intermédiaires. Maintenant, tout le reste, donc c'est un système qui permet donc de faire l'échange de valeur sans intermédiaire. C'est ça. Hein. Après tout le reste, de pouvoir refabriquer les outils de la finance générale avec des options, des swaps et tout ça, pourquoi pas. Enfin, je crois que ce qui est important de comprendre, une partie du succès et de l'intérêt, y compris des grands, c'est là qu'il y a l'innovation aussi, tout simplement. Et donc, une partie de la valorisation de Coinbase, on ne sait même pas ce que ça va devenir, mais c'est certain que là, il y a de l'innovation. Donc, c'est ça aussi et vous qui investissez dans des entreprises, je dirais, brick and mortar, qui existent vraiment, vous valorisez l'innovation. Donc, en compta, on dirait, il y a une forme de goodwill dans toute cette innovation de la blockchain, des crypto-monnaies, etc. Donc, est-ce que doit être plus grand ou plus petit? Ça, c'est évidemment, c'est une question de valo, mais il y a cette valeur-là aussi. Alors, c'est un point que tu mentionnais lors de la préparation de cette conférence. Tu disais très justement, et tu l'as répété tout à l'heure aussi, qu'on est vraiment en phase de développement comme l'Internet s'est développé fin des années 90 et toutes les sociétés liées à Internet, et qu'il y a eu à cette période-là une euphorie par rapport à ça. Mais on sait aussi qu'après, il y a eu un nettoyage massif. On retient maintenant que les gagnants, mais il y a eu beaucoup de perdants. Et tu disais, c'est la même chose dans les crypto-monnaies.
dans les 5000 crypto-monnaies ou 2000 qu'on peut trouver sur Coinbase, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Et donc, il faut, mais c'est comme n'importe quel investissement, hein, il faut faire ses devoirs à la maison, il faut s'intéresser un peu, avoir un certain nombre de métriques, je dirais, non émotionnelles pour dire bah, ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, avant de s'en lancer là-dedans. Voilà. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est comme pour ceux qui sont suffisamment âgés, qui se rappellent la première fois qu'ils ont vu Internet. Donc, c'était probablement à travers un navigateur qui s'appelait Netscape, hein, qui n'existe plus d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Netscape. Est-ce que le jour où vous avez vu ça, vous avez pensé que vous achèteriez vos billets d'avion, que vous achèteriez votre câble pour se faire livrer par Amazon? Est-ce que vous imagineriez qu'il y aurait Wikipédia en 1995? Hein, Wikipédia, c'est 2000. Et là, en fait, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on regarde la blockchain, le Bitcoin, mais on est en train de regarder Netscape de 1995. Il faut être capable, et c'est très difficile hein, pour n'importe quel humain, d'imaginer la dynamique de ce truc-là. Et donc, Coinbase, sa valo, c'est aussi ça, c'est la valo de la dynamique de toute cette innovation. On n'est qu'au début de l'histoire. C'est pas du tout Bitcoin. Peut-être que, d'ailleurs, comme Netscape, hein, peut-être que dans 10-15 ans, Bitcoin n'existera plus. Hein. Moi, je n'ai pas de boule de cristal non plus. Je ne pense pas, mais je n'ai pas de boule de cristal. Mais il y a des morts et des vivants. Mais en tout cas, il ne faut pas prendre une photo et dire j'y vais pas. Non, c'est un film, hein, ce n'est pas une photo. Alors, un autre risque que j'ai déjà entendu, c'est soit le vol, soit la perte, soit l'oubli du mot de passe. On a cette anecdote de l'informaticien qui a déjà tenté 2 fois de retrouver son mot de passe. Il lui reste une chance et s'il loupe, eh bien, c'est bloqué et il perdra je ne sais plus combien de millions de bitcoins qui sont sur sa clé. C'est sûrement un petit peu romantisé pour rendre ça intéressant. Donc, attention à la slide, là, il n'existe pas. Voilà, c'est pas un reproche hein, parce que tout le monde le fait, mais il faut pas, pour nos participants, hein, il n'existe pas de pièce. Donc, cette slide où on voit une pièce avec un B, bon, c'est aussi très. On va dire facile à comprendre, mais il n'existe pas de pièce, ça n'est qu'une unité de compte. Et d'ailleurs, effectivement, la plupart des grands scandales et des grandes escroqueries autour de Bitcoin, ce n'est pas le protocole lui-même, ni le produit. C'est des gens qui, en général, arrivent à piquer ce qu'on appelle la clé privée. Et c'est un peu une façon assez simple d'expliquer en termes, je dirais, que tout le monde peut comprendre. C'est la blockchain, il y a besoin de 2 choses. Il y a ce qu'on appelle la clé publique, c'est votre IBAN. Et la clé privée, c'est le mot de passe pour rentrer sur le site Internet de votre banque. Et la seule différence par rapport à une banque, c'est que la banque a quelque part la capacité de réinitialiser votre mot de passe. Dans les blockchains, non. C'est tellement sécurisé que vous êtes le seul au monde à avoir votre mot de passe. Et si vous perdez ce mot de passe, en fait, techniquement, les bitcoins ne sont pas perdus. C'est juste que vous serez infoutu à jamais de pouvoir les mouvementer pour les donner à quelqu'un d'autre ou même à une autre de vos adresses. Donc, alors, en fait, ça rejoint justement la question d'un des participants. Si jamais, moi j'ai un ami, il en a acheté, il les a mis sur une clé USB et cette clé USB, il l'a mis dans un coffre-fort auprès d'une banque. Donc, on rejoint un petit peu cette matérialisation finalement de ses biens. Mais s'il décède et qu'il n'a pas transmis ses mots de passe à quelqu'un, c'est foutu. C'est-à-dire que… Ouais. D'accord. Hein, donc, alors, attention, il n'a pas mis les bitcoins dans le coffre. Hein. Il a mis une clé USB qui contient la clé privée qui permet de mouvementer à nouveau les bitcoins. Les bitcoins, ils sont toujours dans la blockchain, ils sont toujours dans le livre, hein, dans le grand livre de la tenue de compte. Donc, c'est souvent… C'est un abus de langage hein, qui est tout à fait acceptable. J'ai fait exprès, hein, mais oui. Non, mais c'est juste pour que nos participants comprennent bien. Et donc, effectivement, ce système-là peut être perçu comme extrêmement risqué. Alors, évidemment, comme tout risque, eh ben, on peut le dérisquer. Et donc, il existe des métiers, ça s'appelle custodian, ça existe aussi dans la monde finance, qui vont gérer pour vous les clés privées. D'accord ? Alors, du coup, si c'est 4-5 personnes qui le savent, il faudrait que les 4-5 meurent en même temps et perdent les papiers ou que sais-je. Donc ça, vous couvrez ce risque-là. Maintenant, vous avez un autre risque qui est qu'ils partent avec l'argent, hein, forcément. Eux-mêmes utilisent les clés. Et donc, le métier, en fait, c'est quelque part la blockchain, c'est un peu le retour de l'argent sous le matelas.
hein, ou un autre terme peut-être qui parle plus aussi à vos clients et prospects investisseurs, c'est un peu le retour du titre porteur. Hein, c'est-à-dire qu'on a un titre au porteur. Si je perds mon titre au porteur, donc cette fameuse clé privée, bah, j'ai perdu effectivement ce que ça référence sur le grand livre qu'est la blockchain, le nombre de bitcoins que j'ai écrit dans le grand livre. Finalement. Alors, quand on parle de vol où on a été hacké, en fait, ils volent la clé. D'accord. C'est ça. Tout simplement. Est-ce que c'est facile ou c'est-à-dire qu'ils entrent dans votre PC où vous avez… Mais non, mais c'est exactement comme, je dirais, dans un cas d'informatique. Hein, c'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre accès et ils connaissent cette fameuse phrase secrète. Donc, en général, la plupart des wallets, quand vous installez par exemple Coinbase, ils vous font retenir 12 mots. Mais en fait, techniquement, je peux expliquer, hein, c'est simplement un grand nombre qui s'écrirait en 256 bits. Donc, pour faire ceux qui aiment les maths, c'est 2 puissance 256, quelque chose. Et donc ça, c'est un chiffre qui aurait un 1 et 78 zéros derrière. Et en fait, tout tient avec ça. Alors, ça peut paraître, pour des non-informaticiens ou des non-mathématiciens, assez peu sûr, parce que finalement, retenir un seul chiffre qui s'écrirait sur 78 caractères décimaux, c'est tout ce qui fait tenir les blockchains et le Bitcoin et l'Ether et tout ça. Hein, c'est ce fameux système d'encryption qui s'appelle RSA que vous utilisez sans le savoir. Hein. Quand vous allez sur Google ou sur Facebook, souvent vous avez remarqué un petit cadenas dans le navigateur. Hein, c'est ce HTTPS, blabla. Ce petit cadenas utilise les mêmes primitives mathématiques que les blockchains. Hein. C'est-à-dire, c'est un chiffre tellement grand que si on voulait s'amuser à tester toutes les combinaisons jusqu'à retrouver la fameuse clé, ben on parle même avec tous les ordinateurs du monde, on parle en milliers, voire centaines de milliers d'années. Ok. Parce que c'est très complexe en termes mathématiques. Alors, autre point qui impacte, enfin qui pourrait avoir un impact aussi, c'est évidemment, on en a parlé, la régulation, le contrôle, voire même l'interdiction. Hein. On sait qu'en Chine, ils ont pris l'initiative de créer leur propre monnaie, probablement pour court-circuiter les initiatives privées. On sait que les Chinois aiment quand même contrôler l'information et les transactions qui se font. Est-ce qu'il n'y a pas un risque tout simplement que le législateur dise désolé, mais l'utilisation de ces monnaies est interdite pour des raisons de compliance, pour des raisons de création monétaire. On peut imaginer un tas de raisons pour lesquelles le régulateur dirait non, on l'interdit. Alors, c'est pas du tout ce qui se passe. Hein. Alors, c'est vraiment pas du tout ce qui se passe. Bon, moi, je suis dans des groupes de travail au Parlement européen et à la Commission européenne. On a même un lobby, en fait, on a un lobby des crypto-assets. On y est au moins depuis 4-5 ans, donc on a déjà rencontré tout plein de députés européens, des gens de la Commission, etc. Et pour ceux qui connaissent un peu AML5, AML6, et surtout la dernière s'appelle MiCA, c'est Market Infrastructure for Crypto Assets, il y a énormément de régulations qui sont en train de sortir avec des bonnes choses et des mauvaises choses, mais bon, globalement, ça ne va pas du tout dans le sens de ne pas réguler. Ça va être de plus en plus régulé et accepté. Donc, pour revenir à la question, c'est que la probabilité qu'un jour quelqu'un dise du Bitcoin, c'est interdit, moi, je pense que cette probabilité existe, évidemment, mais elle est extrêmement peu probable. Pourquoi ? Parce que la quantité d'argent est déjà mise en place là-dessus et les usages, il y aura toujours des pays, en particulier un pays qu'on connaît bien, qui est la Suisse, qui est probablement le pays le plus avancé en termes de crypto-assets, puisqu'il faut savoir que la plupart des grandes fondations, que ce soit celle de Libra Facebook, que ce soit l'Ethereum, que ce soit Tezos, etc., sont tous déjà en Suisse. Hein. Et le régulateur suisse a fait énormément d'efforts pour ouvrir les portes. Donc, je dirais, si on reparle en termes risques régulatoires, etc., la bonne nouvelle, c'est qu'on la loi s'applique. Hein, moi, c'est pas parce qu'il y a une innovation qu'elle doit être hors la loi. C'est-à-dire que si demain j'achète ma fameuse voiture en Bitcoin ou ma maison, j'aurai toujours mes droits de mutation à payer en Bitcoin ou en quelque chose, et où j'aurai de toute façon la TVA à payer. Voilà. Donc ça, c'est orthogonal. Hein. C'est pas parce qu'on paye avec une monnaie qui ne serait pas l'euro que la loi ne s'applique pas. Et donc, c'est vrai que moi j'ai un petit peu du mal avec ce principe-là aussi parce que étant du secteur financier, on est ultra régulé là depuis 2001, donc depuis les attentats, la réglementation n'a fait que s'accroître.
au point que maintenant, c'est vrai que toutes les transactions entrant et sortant à partir d'un certain montant doivent être justifiées et contrôlées. Et quand on voit là un système d'échange finalement qui n'est pas contrôlé du tout pour l'instant, on a du mal à comprendre comment ces deux vont pouvoir cohabiter, ou on y reviendra hein, après sur les initiatives qui sont prises. Mais... Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, effectivement, je dirais, par design, le système est conçu pour résister à la censure. Donc, c'est un mot poli pour dire c'est impossible à contrôler. C'est par design. Mais rien ne l'empêche de le faire de façon déclarative. Finalement, qu'est-ce qui se passe si je viens avec une pile de billets à la banque ou, je ne sais pas, chez Capital Network, bah, vous allez faire un système qui va contrôler cette pile de... Je sais que vous les avez eus, M. Kratz, etc. Bah, écoutez, moi, j'ai un kebab et les clients me payent en cash, mais j'ai déclaré autant, regardez mes livres de compte, etc. Et évidemment, vous allez accepter ce cash. Donc, il y a une démarche de type régulatoire qui est de toute façon déclarative. Parce que c'est la grosse critique. C'est la grosse critique des crypto-monnaies à l'heure actuelle, c'est que on les dit au service de la criminalité, blanchiment, drogue et autres. Donc là, je dis par exemple, la raison la plus importante pour laquelle Bitcoin ne se fait pas employer en tant que paiement à ce moment est une raison fiscale. Alors, on va parler un peu de la fiscalité, mais simplement, il y a un mythe. On n'en a pas trop parlé, donc j'en parle moi-même là-dessus, du rapport au blanchiment d'argent et la drogue d'ailleurs, hein, est-ce que Bitcoin est de la drogue, etc. Donc là, c'est relativement facile de prouver que si vous voulez faire des choses illégales, il ne faut pas utiliser une crypto-monnaie. Parce que le terme crypto-monnaie, j'ai vu d'ailleurs dans Tesla, à un moment donné, un petit truc qui m'a fait tiquer. La crypto-monnaie, la fameuse blockchain, c'est un livre de compte ouvert. Il n'y a strictement rien d'encrypté, donc ce n'est pas caché. C'est anonymisé, mais par contre, les transactions en elles-mêmes sont lisibles. C'est comme si on imaginait que toutes les banques du monde publiaient les extraits de compte de tous leurs clients, sans y mettre les noms, mais simplement avec les IBAN, sur Twitter. C'est pas différent. Donc en fait, si jamais vous voulez faire quelque chose d'illégal, n'utilisez pas le Bitcoin. C'est très peu adapté. D'ailleurs, ma société, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais ScoreChain, on est vraiment dans la logique d'aider nos clients à faire toute leur process d'anti-blanchiment. Et pourquoi on est très puissant? On est même plus puissant. Si vous faites un virement fiat de votre BVI vers Nassau, en passant par Monaco, et puis ensuite en allant Liechtenstein, du point de vue régulatoire, ça va être très compliqué, y compris du point de vue justice, hein, d'aller trouver, de faire toutes les démarches pour trouver où est passé l'argent. Dans le monde Bitcoin, ils sont tous visibles, les paiements, en temps réel, et tout le monde peut les voir. Donc, il y a une espèce de manque de culture, et bien souvent, en particulier Christine Lagarde exploite ça jusqu'à la corde, mais c'est juste faux, en fait. C'est faux. C'est inadapté à faire des choses illégales. Ok. Maintenant, il existe des crypto-monnaies super adaptées. Hein. Si vous regardez Monero a été conçu pour vraiment non seulement être anonyme, mais en plus être confidentiel. Ouais. Alors, je vois qu'on est presque à l'heure de présentation. Le dernier point qui me paraît quand même essentiel, c'est que une monnaie, elle a de la valeur que si on a confiance dans cette monnaie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tant l'Europe que les États-Unis peuvent faire tourner la planche à billets. C'est parce qu'on a confiance dans cette monnaie et qu'a priori, pour l'instant, elle n'est pas dévaluée. En tout cas, c'est pas notre perception. Et ça peut-être favorise aussi les crypto-monnaies où on se dit, il y aura peut-être de l'hyperinflation et donc on va vers les crypto-monnaies. Mais cette confiance, elle est réversible, c'est-à-dire qu'on peut perdre confiance aussi dans une monnaie. Est-ce qu'il y a ce risque aussi par rapport aux crypto-monnaies puisque ce n'est que de l'offre et de la demande, qu'on perde confiance dans les crypto-monnaies? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Alors, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance d'être impliqué dès 2013 dans les crypto-monnaies et d'acheter mes premiers bitcoins quand ils étaient encore qu'à 400 euros. Donc, bien sûr, la confiance, ce qu'on appelle, pour parler de Taleb, c'est le signe noir, un gros bug, tout s'écroule, etc. Il existe, bien sûr. Alors après, quand on est dans une démarche de type risk assessment, quelle est sa probabilité, quelle est son importance, etc. Donc,
force est de constater que c'est quand même un système, en tout cas pour Bitcoin, qui tourne depuis maintenant 12 ans sans bug dans le protocole lui-même. Effectivement, il y a eu des vols de clés, etc., mais ça n'a rien à voir avec le Bitcoin lui-même. Moi, je dirais que, et je ne suis pas le seul à le penser, une fois de plus, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein, je pense que l'important, peut-être ce que les participants doivent comprendre, c'est faites vos travaux à la maison, ne me croyez pas moi, apprenez, c'est très motivant à regarder. Donc, juste pour dire qu'il y a de plus en plus de gens très sérieux, donc les fameuses personnes qu'on appelle des quants, les personnes qui interviennent en termes de constitution de portefeuille pour des grands fonds, disent que prendre un peu de Bitcoin ou d'Ether, c'est aussi une façon d'edger le risque systémique qu'il existe dans le dollar, puisqu'on a émis tellement de dollars et qu'on continue, il faut se rappeler, hein, c'est fin 2020, 23% de tous les dollars émis de tous les temps l'ont été en l'an 2020. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu une impression massive. Biden avec les 1,9 trillion. Oui, tout à fait. Oui. On a effectivement traité ce sujet de notre côté aussi avec les risques d'inflation et les protections qu'il faut faire par rapport à ça. Alors, juste, je suis désolé, comme on est presque à l'heure et donc j'essaye de traiter quand même tous les sujets. Il y avait une des questions aussi, et tu en as parlé, c'est notamment la fiscalité appliquée sur les transactions en crypto-monnaie. Alors, quel est le positionnement peut-être en Europe et plus particulièrement à Luxembourg par rapport à ça? Alors moi, je suis frontalier, donc je suis résident français, donc j'ai des bitcoins. Et depuis maintenant, je ne sais plus, c'était la loi Pacte, hein, Monsieur le maire, notre ministre de l'économie. Donc je déclare mes comptes à l'étranger. Donc j'ai déclaré que j'avais un compte à Luxembourg, un compte N26 en Allemagne, et que j'ai une position chez Kraken. Donc en fait, déjà depuis plusieurs années, on peut déclarer, comme étant un compte à l'étranger, des comptes que vous auriez chez un exchange qui ferait le custody de vos bitcoins. Donc, ils savent très bien que j'ai les bitcoins. Et quel est le traitement fiscal de ça? En France, en tout cas, c'est la plus-value rentrerait complètement, donc je serais taxé grosso modo à 30% au moment où j'exécute. Tant que j'ai les bitcoins, par transaction. 30%. Oui. Au Luxembourg, c'est un peu différent, donc c'est peut-être que je vais déménager pour ça d'ailleurs. Donc, Luxembourg, c'est un peu comme n'importe quelle valeur immobilière. Si vous les avez plus de 6 mois, hein, si je ne me trompe pas, je ne suis pas spécialiste fiscal luxembourgeois, la plus-value, elle est pas taxée, hein, zéro. Donc, si vous amusez à acheter, vendre à longueur de journée, là, vous allez rentrer les plus-values dans vos revenus. Par contre, si vous détenez des crypto-monnaies plus de 6 mois, elles ne sont pas taxées. Alors, et si vous êtes belge, c'est encore mieux parce que les Belges ont la bonne habitude de ne pas taxer les plus-values immobilières depuis très longtemps. Donc, si vous voulez être vraiment boursicoter ou vous amuser à vous faire peur, à prendre des crypto-assets, allez plutôt en Belgique. En tout cas, il n'y a pas de mystère sur le traitement fiscal des crypto-monnaies depuis déjà un certain nombre d'années. Hein. Okay. C'est pas du tout un truc nouveau. Alors, pour terminer cette conférence, revenons au Luxembourg où tu es très actif. Hein, beaucoup de autour du blockchain et des crypto-monnaies. Quel est le positionnement du Luxembourg? On a vu pour la Suisse. Est-ce que le Luxembourg a aussi sa place ou sa carte à jouer? Alors bon, moi, une fois de plus, je suis jugé parti, donc je suis parti notamment avec mes collègues d'InfraChain, que ce soit Tom ou Fabrice et les autres, d'essayer de motiver les acteurs grands-ducaux à aller vers cette innovation-là. Et donc, c'est comme toujours, c'est un peu par à coup. Je rappelle quand même qu'en 2015, le Luxembourg a été la première, je dirais, premier pays de la zone euro à accepter un exchange majeur, donc ce fameux Bitstamp. Et là, et ensuite, il y a un japonais qui s'appelle Bitflyer qui est venu aussi au Luxembourg. Donc, en tout cas, en 2015, il y a eu une énorme accélération et beaucoup de… Bon, après, il y a eu un certain nombre de freinages aussi. Donc, moi, je pense que chaque pays, l'air de rien, est à la fois demandeur de beaucoup de régulation, mais aussi sont dans une certaine logique de compétition. Notamment la fameuse loi Pacte en France, quand elle est sortie, moi je me rappelle m'être retrouvé dans des cercles de décideurs bien plus importants que moi à Luxembourg, qui disaient il faut qu'on réagisse. Donc en fait, on a des phénomènes aussi, voilà, on veut y aller en prenant des sécurités, mais on ne veut pas être les derniers non plus. Et donc là, il faudrait que vous interviewiez évidemment les gens de la CSSF. À la limite, c'est même pas eux d'ailleurs, puisque la CSSF ne fait que contrôler. Donc il faudrait plutôt demander, j'en connais quelques-uns. Quand tu dis qu'ils contrôlent, ils contrôlent à quel niveau?
C'est-à-dire que la CSSF, c'est pas elle qui fait les lois. Elle vérifie qu'elles sont adaptées. Voilà. Et donc, il faut d'abord les lois. Donc, c'est plutôt au législateur luxembourgeois de dire où c'est que vous en êtes, quelle est votre stratégie, etc. C'est pas à la CSSF. La CSSF, c'est le gendarme, quelque part. Hein. Oui. Si on demandait aux gendarmes quand est-ce que la loi va passer, non. Mais c'est-à-dire que le Luxembourg va légiférer ou Il constamment. Il y en a une, pas si longtemps ça. Notamment, la première étape, c'est de dire est-ce que oui ou non, posséder une clé privée prouve que vous possédez un actif décrit. Donc ça, c'est une loi qui est passée il y a un certain temps. Donc c'est de dire on peut utiliser une blockchain, dont le Bitcoin ou une autre, pour prouver. C'est opposable en justice, en fait. Hein. Si j'ai la clé privée, ça veut bien dire que j'ai le truc que ça pointe. Ça a force de preuve, c'est ça. Donc ça, c'est le premier train de loi. Deuxième train de loi, après, ça va être dire justement tout ce qui est en rapport avec mutabilité. Et si je le repasse à un autre, est-ce que, parce qu'on a parlé à un moment donné, est-ce que c'est une monnaie ou c'est un actif est-ce que si je fais une mutation d'une certaine valeur vers toi, est-ce qu'on doit lever la TVA entre nous, oui ou non? Donc, des choses comme ça, il y a à chaque fois des trains de loi qui passent au fur et à mesure. Donc, pour revenir, Luxembourg, je dirais, n'est pas le premier. Il a été à un moment donné, mais moins maintenant, mais ça vient. Donc, tout ça, c'est propre à l'Europe. Hein, alors, j'avais posé la question, est-ce qu'au niveau européen, il y a des initiatives à ce niveau-là aussi, au niveau de la Commission ou... Alors, faut voir, il y a deux choses. Hein. Il y a européen 27 et zone euro. Donc, je pense que c'est plus important de parler zone euro. Hein. Donc, en termes d'innovation et de vitesse législative, ma perception, c'est que, par exemple, un pays comme l'Estonie joue la carte le plus innovant. Donc, les lois, les directives sont très vite mises en place, y compris des systèmes avec des sandbox, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin on peut commencer petit avec une régulation, dire, pas nulle, hein, faut pas croire que parce que c'est l'Estonie, c'est mal fait, hein, que du contraire, c'est très pro, mais ils ont un rapport à la vitesse. Pour vous dire, si je veux demain instruire un dossier pour fabriquer, ça s'appelle un PSAN, donc un prestataire d'actifs numériques à Luxembourg, sans exagérer, je pense qu'il faut compter 18 mois. Si je veux faire la même chose en Estonie, ça va être fait en 2 mois. Voilà, donc c'est juste un rapport à l'innovation qui est, en tout cas c'est ma perception, hein, si vous aviez quelqu'un de la CSSF, il vous dirait peut-être le contraire, c'est l'appétence au risque est différente suivant les pays. Et je dirais même suivant les moments dans les pays. C'est-à-dire que à certains moments ça peut aller vite, puis tout d'un coup ça refreine, et puis ça réaccélère, etc. Voilà. En tout cas, si je te comprends bien, ils sont sur le coup, ils suivent ce qui se passe, et ils tentent de légiférer et de suivre l'actualité de ces crypto-monnaies. Juste parce qu'on n'a pas tellement parlé de chiffres, hein, mais c'est plus du tout, c'est plus un petit peu, hein, les volumes échangés, etc. C'est largement, si on prenait les volumes échangés en Bitcoin, etc., on est dans le top 20 des pays du monde. Donc, c'est pas encore au niveau du volume des dollars échangés tous les jours ou de l'euro tous les jours, mais ça serait un pays qui serait en classement de monnaie, qui serait le 20e plus grand pays du monde, déjà. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, en fait, on ne peut plus dire que c'est marginal. Donc, les régulateurs, ils font leur métier. J'imagine que c'est bien la raison pour laquelle presque quotidiennement maintenant, il y a des articles dans les journaux et qu'il y a des annonces faites par tant des acteurs privés que des acteurs publics. Hein, pour qu'on ait Christine Lagarde qui monte au créneau sur le sujet, c'est que forcément, ça a pris de l'ampleur aussi de leur côté ou dans les coulisses, hein, et qu'ils en parlent. Ouais. Alors, Laurent, malheureusement, je dois clôturer ici puisque ça fait déjà plus d'1 heure qu'on en discute et le sujet est extrêmement vaste et passionnant. On l'a encore montré ce soir. Écoute, je pense qu'on se fixera peut-être un rendez-vous pour une prochaine conférence où on traitera peut-être un sujet plus spécifique sur les crypto-monnaies. Je te remercie chaleureusement pour ton intervention qui est toujours très, très professionnelle et objective. C'est facile, ouais. Je remercie aussi nos spectateurs d'avoir posé des questions, d'être restés jusqu'au bout parce que c'était un peu plus long que prévu. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par email et on les transmettra à Laurent. Voilà, bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut à tous, merci. Au revoir.